Erwin Rommel fut l'un des visages militaires les plus reconnaissables de l'Allemagne nazie. Pas en raison de sa proximité doctrinale avec le parti, mais en raison de son utilité concrète, des victoires rapides lorsque le Reich avait besoin de triomphe, un style de commandement que la propagande pouvait transformer en récit simple, et une réputation de commandant efficace qui circulait même parmi ses ennemis. En 1940, son nom resta associé à l'avancée fulgurante en France à la tête de la 7e division Panzer. En 1941 et 1942, le désert fit de lui un symbole, l'officier qui semblait tenir tout un front avec de la manœuvre, de la vitesse et une discipline que le régime exhibait comme preuve de supériorité. Pour une dictature qui dépendait du succès, Rommel était un atout stratégique. C'est pourquoi sa fin déconcerte. En octobre 1944, l'État même qui l'avait élevé le força à mourir. Il n'y eut ni procès public ni condamnation ouverte. Il y eut un ultimatum, un poison et des funérailles officielles conçues pour faire croire au pays en une mort honorable. Le véritable message en interne était un autre. Le régime pouvait effacer un maréchal populaire sans lui permettre de parler. Et s'il pouvait le faire avec Rommel, il pouvait le faire avec n'importe qui. La rupture avec Hitler ne se produisit pas par un geste théâtral, ni par un discours. Elle se produisit par accumulation. Rommel vit comment la guerre devenait un problème de ressources et d'air, non de volonté. Comment des ordres rigides détruisaient des unités. Comment l'invasion alliée en France ouvrait un front que l'Allemagne ne pouvait pas soutenir. Et comment le Führer répondait à la réalité avec plus de contrôle, plus de menaces et moins de marge pour le jugement professionnel. À partir de 1944, Rommel arriva à une conclusion qui, dans un régime personnaliste, était inacceptable. La guerre devait se terminer, et pour cela il fallait changer de leadership. Mais Rommel a-t-il vraiment trahi Hitler, ou a-t-il été étiqueté comme traître parce que son prestige en faisait une menace politique? A-t-il fait partie de l'attentat du 20 juillet, ou est-il tombé dans une machinerie qui avait besoin de coupables exemplaires? Comment le Reich a construit Erwin Rommel comme commandant d'exemplaires? Erwin Johannes Eugen Rommel est né en 1891 à Heidenheim, dans le royaume de Wurtemberg, au sein d'une Allemagne impériale qui concevait encore la carrière militaire comme une voie légitime d'ascension sociale et professionnelle. Son environnement familial ne l'a pas placé dans le noyau aristocratique prussien qui dominait une grande partie du commandement supérieur. Cette distance initiale s'est avérée importante par la suite. Rommel construisit son autorité davantage par la performance, la discipline et le prestige opérationnel que par son appartenance à des réseaux traditionnels. Il entra dans l'armée en 1910 et reçut une formation d'officier dans un système qui valorisait l'ordre, l'initiative tactique et le respect strict de la mission. La Première Guerre mondiale fut le premier filtre décisif. Rommel servit sur différents fronts et acquit une réputation pour son efficacité dans les opérations d'infanterie et pour sa capacité à conduire de petites unités sous pression. La guerre de tranchées révéla les limites de l'offensive frontale et mit en valeur l'importance des tactiques d'infiltration, de reconnaissance et de manœuvres locales. Dans ce contexte, Rommel se consolida comme un officier orienté vers l'action directe, attentif aux opportunités tactiques et prêt à prendre des risques contrôlés. Il incorpora également une idée qui marquerait son style futur, l'importance de la rapidité de décision et de l'initiative sur le terrain, même lorsque le commandement supérieur ne disposait pas d'informations complètes. À la fin de la guerre, l'Allemagne perdit non seulement le conflit, mais aussi un ordre politique et militaire. L'armée fut réduite, transformée et soumise à des restrictions internes et externes. Durant la période d'après-guerre, de nombreux officiers se retrouvèrent confrontés à la question de la continuité professionnelle dans un pays en crise économique, en proie à l'instabilité politique et à des disputes concernant la légitimité de l'État. Rommel demeura dans le milieu militaire et traversa la phase de la Reichswehr, une armée réduite qui, précisément à cause de sa taille, se concentra sur la formation, la doctrine et l'instruction. Cette période fut moins visible que les campagnes ultérieures, mais elle s'avéra structurante. C'est là qu'une culture professionnelle axée sur la reconstruction des capacités, dans des limites strictes, se maintint, avec un accent mis sur l'entraînement, la discipline et la préparation technique. Pendant les années 20 et au début des années 30, Rommel se distingua en tant qu'instructeur et en tant qu'officier dédié à perfectionner les procédures de combat d'infanterie.
Son profil s'aligna avec celui d'un type d'officier que l'armée appréciait, compétent, efficace, capable de transmettre une méthode et d'organiser des unités. À cette époque, Rommel ne se présente pas comme une figure politique. Il apparaît comme un professionnel de carrière, centré sur la pratique militaire. Cette distinction est importante car, lorsque le régime nazi arriva au pouvoir, de nombreux militaires ne s'intégrèrent pas par conviction idéologique totale, mais plutôt par une convergence d'intérêts. Réarmement, récupération de la souveraineté militaire, stabilité et révision de l'ordre de 1919. Cette convergence était réelle, bien qu'elle ne signifiait pas une uniformité d'adhésion doctrinaire. Avec l'ascension de Hitler en 1933, l'armée commença à se développer et le régime chercha à aligner les institutions sous une structure politique autoritaire. Pour une partie du corps des officiers, le régime offrait des conditions que la République précédente n'avait pas garanties: priorité budgétaire, restauration du prestige militaire et décision de réarmer. Cependant, le prix à payer était élevé: subordination politique et perte d'autonomie institutionnelle. Rommel, durant ces années, avança dans sa carrière dans un environnement où la loyauté personnelle envers le leader devenait un critère politique important et où la propagande commençait à façonner des figures militaires comme instrument de légitimation. Rommel se lia également à des tâches proches de l'appareil de pouvoir, y compris des fonctions d'accompagnement et de sécurité dans des contextes officiels. Cela renforça sa visibilité et le plaça dans un circuit où la relation avec Hitler pouvait être directe, ou du moins plus proche que celle de nombreux officiers de ligne. Cette proximité ne doit pas être automatiquement interprétée comme une pleine affinité idéologique. Dans le régime, la proximité pouvait découler de l'utilité opérationnelle, de la confiance personnelle fondée sur l'efficacité ou de la sélection politique pour construire des figures présentables devant l'opinion publique. Rommel, avec son profil de officier d'action et son image austère, pouvait bien correspondre à cet usage. Sur le plan intellectuel et professionnel, Rommel a consolidé une réputation grâce à ses connaissances tactiques et à sa capacité pédagogique. Il publia des travaux et systématisa des expériences de combat, avec une approche axée sur l'initiative, la surprise et le leadership sur le terrain. Sa vision était fonctionnelle: comment atteindre des objectifs avec des ressources limitées, comment désorganiser l'adversaire, comment exploiter les opportunités. Cette orientation technique fit de lui un candidat attrayant pour les commandements d'unités mobiles dans une armée qui se reconfigurait vers la guerre mécanisée. Cependant, cela contenait également une tension. Une mentalité centrée sur la réalité du terrain a tendance à entrer en conflit avec des objectifs politiques absolus lorsque ces derniers ignorent les conditions matérielles. Dans les années précédant 1939, l'Allemagne progressa dans le réarmement et la révision de l'ordre européen. Pour l'armée, cela signifiait expansion, création de nouvelles unités et promotions accélérées. Rommel bénéficia de ce processus. Sa carrière progresse dans un système qui récompensait la capacité, l'initiative et les résultats, mais où la politique influençait les décisions de commandement. Cependant, sa présence présentait également une grande paradoxie, car Rommel pouvait être utile au régime par son efficacité, tout en ne s'alignant pas sur le noyau idéologique du nazisme. Cette divergence ne le transforma pas automatiquement en opposant. Elle le plaça dans une zone intermédiaire, un professionnel capable de servir l'État sans partager tous les présupposés doctrinaires du parti. Cette zone intermédiaire resta soutenable tant que le régime semblait victorieux. Les succès initiaux offraient une synthèse pratique. Le militaire remplissait sa fonction, le leadership politique validait son prestige et la propagande intégrait la figure au récit national. La question des limites morales ou politiques avait tendance à être repoussée. Mais ce report avait une date d'expiration. Lorsque la guerre réelle imposerait des contraintes, lorsque les objectifs politiques deviendraient incompatibles avec les capacités disponibles et lorsque la violence du régime s'exprimerait plus clairement, la distance entre le professionnalisme et la loyauté absolue se transformerait en conflit. En 1939, Rommel était déjà un officier doté d'une réputation, visible pour le leadership et intégré dans une armée en expansion qui se préparait à une guerre de mouvement. Son parcours jusqu'à ce point permet d'expliquer deux éléments qui deviendront plus tard décisifs.
Sa préférence pour le calcul pratique plutôt que pour la doctrine politique et son insertion dans un système où la loyauté personnelle envers le Führer devint une variable aussi importante que la compétence militaire. La relation avec Hitler, par conséquent, ne naquit pas comme un pacte idéologique explicite. Elle naquit comme une convergence fonctionnelle entre un régime qui avait besoin de figures militaires efficaces et un officier qui trouvait, dans le nouveau contexte, des opportunités de commandement et de reconnaissance. Dès le début de 1940, Rommel passa du statut d'officier à la réputation professionnelle à celui de figure publique de l'effort de guerre allemand. Ce saut ne s'explique pas uniquement par l'habileté tactique. Il s'explique par la manière dont le régime sélectionnait ses symboles, par la nature particulière de la campagne de France et par l'utilité politique d'un commandant qui semblait incarner l'efficacité, la vitesse et la décision. Cette année-là se consolida le premier lien visible entre Rommel et Hitler, une relation fondée sur les résultats, la confiance opérationnelle et la construction propagandiste d'un général de première ligne. Ce type de lien fut important parce que plus tard, le même mécanisme qui l'éleva faciliterait sa chute. La proximité avec le leadership personnel et l'exposition publique réduisent la marge d'autonomie lorsque le régime entre en crise. Rommel reçut le commandement de la 7e division Panzer, à un moment où la Wehrmacht était encore en train de définir comment mener à grande échelle une guerre de manœuvre basée sur des unités blindées et la coordination avec l'aviation. Bien que la doctrine allemande ne fût pas homogène et que le débat interne se poursuivit, le plan de campagne à l'ouest favorisait des avancées rapides, des pénétrations profondes et la désorganisation du commandement ennemi. Pour un commandant ayant une inclination à l'initiative et à exploiter les opportunités, ce scénario offrait des avantages. Le système récompensait ceux qui avançaient avec détermination, à condition de maintenir la cohésion et les approvisionnements. Lors de la campagne, la 7e division Panzer avança avec une telle rapidité qu'elle devint difficile à suivre, même pour le commandement allemand, ce qui alimenta l'idée d'une « division fantôme ». Cette caractéristique avait deux faces. D'une part, la rapidité et l'imprévisibilité compliquaient la tâche de l'ennemi et facilitaient les collapses locaux. D'autre part, elles augmentaient les risques opérationnels, rupture des communications, exposition des flancs, dépendance au carburant et aux ponts, et possibilité d'isolement. La manière dont Rommel accepta ces risques faisait partie de son image, un commandant qui privilégiait l'exploitation agressive de la situation tactique et qui assumait des coûts organisationnels pour maintenir le rythme. En termes techniques, son mode de commandement se caractérisait par une présence en avant, une intervention directe, une capacité à réorienter les unités et une utilisation intense du renseignement et de l'opportunité. Cela ne doit pas être idéalisé. Son style générait également des frictions et des critiques internes, précisément parce qu'il pouvait perturber la coordination et parce que l'avancée rapide pouvait échapper au plan logistique. Cependant, dans une campagne qui se termina par une défaite rapide de la France, et l'effondrement de l'équilibre militaire occidental, le système récompensa les résultats visibles. L'évaluation politique ne se concentra pas sur les procédures, mais sur l'effet final. La relation avec Hitler, à ce stade, fonctionnait comme un canal d'ascension. Hitler s'intéressait aux commandants qui produisèrent des victoires claires et qui, de plus, pouvaient être présentés comme la preuve d'une nouvelle armée du Reich. Rommel ne provenait pas du cercle aristocratique traditionnel et son profil était compatible avec le récit officiel. Discipline, apparente austérité et un style de commandement qui pouvait être traduit en histoires simples et efficaces pour le public. La propagande avait besoin de figures qui incarnèrent la guerre éclair. Rommel s'intégra parfaitement dans ce rôle. Ce processus eut des conséquences internes. Dans l'armée, la figure de Rommel suscita à la fois admiration et méfiance. Admiration pour ses résultats et son énergie, méfiance en raison de sa proximité avec Hitler et de la perception que son ascension pourrait être facilitée par des faveurs politiques. Cette méfiance n'était pas un détail de rivalité personnelle. Elle avait de l'importance parce que le haut commandement allemand était traversé par des tensions. La relation entre les professionnels de carrière et un régime qui concentrait les décisions stratégiques dans le leadership politique, la compétition pour les ressources et le prestige, et la lutte pour l'influence dans la planification des campagnes. Rommel, par sa visibilité, se retrouvait au cœur de ce champ de tension. La campagne de France a également consolidé un point qui deviendra central par la suite.
La différence entre succès opérationnel et direction stratégique. La Wehrmacht a montré sa capacité à vaincre un adversaire dans des conditions spécifiques, mais le régime interpréta cette victoire comme la confirmation d'une supériorité générale et comme la validation d'un style de conduite politique qui méprisait les limites. Pour Hitler, 1940 renforça une conviction. La volonté et l'audace pouvaient remplacer les contraintes matérielles. Pour certains militaires, en revanche, la victoire ne supprimait pas les risques structurels, une guerre prolongée, la dépendance aux ressources, la nécessité d'éviter plusieurs fronts. Rommel, en 1940, était encore dans la phase de consolidation de son prestige, et sa proximité avec le succès le plaçait plus près d'un climat de confiance que du scepticisme. Son image publique, cependant, commença à prendre un composant politique inévitable. Dans un régime de contrôle, le héros n'est pas un acteur neutre, il est une ressource. Lorsque le régime est en expansion, cette ressource est utilisée pour renforcer la cohésion et légitimer. Lorsque le régime entre en crise, cette même ressource est évaluée comme un potentiel foyer de déviation ou d'influence alternative. Le fait que Rommel devienne un nom connu élargit son capital symbolique, mais lui attribue aussi une vulnérabilité structurelle. Son destin ne dépendait plus seulement de sa performance professionnelle, mais du rôle que le pouvoir déciderait de lui attribuer. À la fin de 1940, Rommel était consolidé en tant que commandant à succès et comme figure compatible avec le récit du Reich. Cela se traduisit par de nouvelles responsabilités et une projection vers des scénarios où le régime avait besoin de résultats et de symboles. Son passage de la France vers l'Afrique du Nord ne fut pas seulement une décision militaire. Ce fut aussi une décision politique. Envoyer un commandant prestigieux sur un front où l'Allemagne cherchait à soutenir l'Italie, à compliquer la tâche de la Grande-Bretagne et à projeter l'idée d'une guerre offensive encore en expansion. Du héros du désert aux problèmes stratégiques du Reich. En 1941, Rommel se retrouva dans un scénario où l'écart entre la propagande et la réalité opérationnelle devint plus visible. L'Afrique du Nord offrait des opportunités tactiques telles que l'espace, une grande mobilité et des fronts étendus, mais imposait une restriction décisive, la logistique. Sur ce théâtre, la capacité de manœuvre dépendait moins de l'audace immédiate et plus d'un système continu d'approvisionnement en carburant, en munitions, en pièces détachées et en transport, soutenu par le biais de la Méditerranée et de ports limités. Cela est fondamental, car en Afrique, l'image du Rommel héros se consolida comme un produit politique utile au Reich, tout en accumulant l'expérience qui le conduisit à se heurter de plus en plus fréquemment à des décisions stratégiques prises à Berlin, sans prendre en compte l'échelle réelle des ressources disponibles. L'intervention allemande en Afrique du Nord surgit en grande partie comme une réponse à la situation italienne. L'objectif était de stabiliser le front, d'empêcher un effondrement qui ouvrirait la Méditerranée aux Britanniques et de soutenir un allié dont les performances militaires étaient perçues comme insuffisantes. Dans ce cadre, Rommel reçut une mission qui, formellement, pouvait être définie comme limitée et défensive au départ, mais qui, dans la pratique, avait tendance à s'étendre en raison de la logique de la campagne. S'il y avait une opportunité de repousser l'adversaire, la tentation opérationnelle était de l'exploiter avant que l'ennemi ne réorganise ses forces. Rommel s'adapta bien à ce type de guerre. Son style de commandement, axé sur l'initiative et l'exploitation rapide, s'avéra efficace pour surprendre, percer des lignes et forcer des retraits. Cependant, l'Afrique n'était pas la France. En Europe occidentale, les infrastructures, les réseaux ferroviaires et la proximité industrielle offraient une base logistique incomparable. Dans le désert, la portée d'une offensive était définie par la distance au port, la capacité de transport terrestre et la vulnérabilité des routes d'approvisionnement. Chaque kilomètre d'avance pouvait signifier davantage d'usure mécanique, plus de consommation de carburant et une plus grande dépendance à des convois vulnérables. À ce moment-là, une première friction structurelle apparut avec le commandement supérieur. La conduite stratégique allemande tendait à évaluer le théâtre africain avec des objectifs politiques larges, sans toujours ajuster ces objectifs à une base matérielle stable. Rommel, en revanche, opérant sur le terrain, était confronté à des limites immédiates. Cela ne signifie pas qu'il fût étranger à des objectifs ambitieux, mais son expérience sur le terrain le confronta à une contrainte fondamentale. Même une victoire tactique pouvait devenir stérile si le carburant nécessaire pour poursuivre l'exploitation manquait ou si les unités étaient immobilisées faute de pièces de rechange.
La relation avec l'Italie ajouta de la complexité. Le théâtre était organisé comme un espace de coopération forcée entre les forces allemandes et italiennes, avec des problèmes de coordination, des priorités différentes et des structures de commandement parfois incompatibles. Rommel pouvait faire pression pour des offensives rapides, tandis que d'autres acteurs pouvaient privilégier la consolidation, la défense ou des agendas politiques propres. Ces tensions ne doivent pas être réduites à des stéréotypes de efficacité face à inefficacité. En pratique, elles résultaient d'une combinaison de capacités disparates, d'incitation nationale et d'un problème de conception. L'Axe ne disposait pas d'un commandement unifié avec des critères stables, et sa coordination dépendait d'accords personnels et de directives qui changeaient en fonction de la situation. En 1941, l'effet politique de l'Afrique fut significatif. La propagande du Reich trouva dans le théâtre du désert un matériel utile. Un front où les opérations pouvaient être présentées comme de la manœuvre pure, où le commandant visible pouvait être raconté comme le moteur de la campagne, et où l'ennemi britannique offrait un antagoniste clair. Rommel devint une figure idéale pour ce rôle, car son style était compatible avec le récit du général de mouvement, et sa visibilité médiatique se consolida rapidement. L'utilité politique était évidente. Dans un régime qui dépendait de la perception publique du succès, un commandant populaire renforçait la cohésion et la confiance. Cette popularité eut deux conséquences simultanées. Premièrement, elle augmenta la marge de manœuvre de Rommel pour influencer, car sa figure avait un poids que d'autres commandants n'averaient pas, et parce que le régime valorisait l'effet moral. Deuxièmement, elle le rendit plus dépendant de la relation avec le centre politique. Lorsqu'un commandant se transforme en symbole, son autonomie réelle se réduit. Sa performance n'est plus évaluée uniquement par des critères militaires, mais aussi par la façon dont elle s'intègre aux besoins du récit officiel. Ce mécanisme est central pour comprendre la fin de 1944. Le régime ne détruit pas Rommel malgré son prestige, mais précisément parce que ce prestige pouvait être fonctionnel à une alternative politique. En 1941, une autre tension se faisait déjà sentir, la manière dont le leadership politique interprétait le commandement. Hitler favorisait fréquemment des décisions personnalistes, des attentes de volonté comme substitut aux contraintes matérielles et un style de conduite qui pouvait ignorer les avertissements techniques. Rommel ne se manifesta pas à ce moment-là comme un opposant politique, mais son expérience en Afrique lui donna une base factuelle pour remettre en question des objectifs irréalistes. Le choc n'était pas idéologique en surface, il était opérationnel. Ce qui était demandé ne correspondait pas à ce que le théâtre de guerre pouvait soutenir. Dans un système autoritaire, la différence entre une critique technique et une dissidence politique peut rapidement s'estomper, surtout lorsque le pouvoir commence à associer le questionnement à un manque de loyauté. En termes de conduite de guerre, l'Afrique renforça également certains traits de Rommel qui influenceraient plus tard la manière dont d'autres acteurs de l'armée le percevraient. D'un côté, son profil de commandant présent sur le terrain, intervenant dans les décisions immédiates et cherchant à maintenir une dynamique offensive même avec des ressources limitées, se renforça. D'autre part, l'idée se développa que Rommel pouvait agir indépendamment des structures traditionnelles, s'appuyant sur sa relation avec le leadership et son capital symbolique. Cette perception alimenta les méfiances au sein de l'appareil militaire, car dans une armée hiérarchique, l'autonomie fondée sur le prestige personnel peut être perçue comme une menace pour l'ordre interne. À la fin de 1941, Rommel avait obtenu des résultats qui, sur le plan politique, se traduisirent par la consolidation de son image. Mais sur le plan structurel, le théâtre africain montrait déjà un schéma. Le succès tactique ne résolvait pas le problème logistique et pouvait même l'aggraver si les distances et la consommation augmentaient. Le commandant qui apprend cette leçon tente à devenir plus insistant sur la nécessité d'un réalisme stratégique. Cette insistance, sous un leadership qui exigeait des victoires et rejetait les limites, constituait une source potentielle de conflit. En 1942, la campagne en Afrique du Nord cessa d'être un espace où le succès pouvait être maintenu par l'initiative et la surprise. La guerre se transforma en un problème d'usure, d'approvisionnement et de capacité industrielle appliquée à un théâtre éloigné. Pour Rommel, cette année fut un tournant, non pas parce qu'il abandonna son style offensif,
mais parce que les limites matérielles devinrent dominantes et, par conséquent, la distance entre ce qu'il pouvait réaliser sur le terrain et ce qu'Hitler attendait en termes politiques se creusa. Cette distance n'est pas une question psychologique, c'est une relation causale. Lorsqu'un régime exige des résultats que le système logistique ne peut soutenir, le commandant qui communique les limites se rapproche du conflit politique, même s'il ne le cherche pas. Le noyau du problème résidait dans la logistique méditerranéenne. L'approvisionnement dépendait de convois soumis à des interdictions, de ports à capacité limitée et d'un réseau de transport terrestre vulnérable et vaste. Chaque offensive réussie augmentait le problème. Avancer signifiait s'éloigner du point d'entrée des approvisionnements et multiplier l'effort de transport par tonne utile. De plus, l'usure mécanique dans le désert était élevée, et la capacité de remplacer les véhicules et les pièces de rechange n'était pas comparable à celle de ses adversaires. La guerre en Afrique, en 1942, montra que le talent tactique pouvait maximiser les opportunités, mais ne pouvait ni créer du carburant ni raccourcir les distances. Dans la première moitié de l'année, Rommel mena des opérations visant à reprendre l'initiative et à exercer une pression sur le dispositif britannique. L'offensive culmina par une pénétration significative et un avancement vers l'Égypte. Politiquement, cet avancement nourrissait la possibilité d'un objectif symbolique majeur: prendre Alexandrie, menacer le canal de Suez et porter un coup stratégique à l'Empire britannique. Mais cette lecture, installée au centre politique, sous-estimait une condition de base. Toute tentative de concrétiser cet objectif dépendait d'une supériorité logistique que l'Axe ne possédait pas. L'avance, en termes militaires, augmenta la pression sur les lignes d'approvisionnement et la marge d'erreur se réduisit. À ce moment-là, la campagne se retrouva exposée à un phénomène classique. Une offensive peut réussir tactiquement et, en même temps, se retrouver dans une situation où la phase suivante est insoutenable. La réponse britannique combina réorganisation, accumulation de ressources et amélioration des capacités d'approvisionnement. La différence principale résidait dans la capacité à soutenir un effort prolongé. Dans une guerre d'usure, l'acteur qui remplace ses pertes plus rapidement et soutient une chaîne logistique plus stable a tendance à inverser la relation des forces. Cette inversion ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle se manifeste lors des moments critiques. En 1942, le point critique fut la ligne de El Alamein. À ce moment-là, le front cessa d'offrir de l'espace pour des manœuvres larges et se transforma en une bataille où le facteur matériel comme les munitions, le carburant, les blindés disponibles et les remplacements en général devint central. Pour Rommel, El Alamein mit en évidence la limite opérationnelle. Sa capacité à improviser et à exploiter des opportunités se heurta à une structure défensive et à un adversaire capable de soutenir des attaques successives. Dans ce scénario, la marge de manœuvre pour résoudre par l'audace se réduit. La guerre devient arithmétique, capacité à concentrer le feu, maintenir la mobilité, réparer les unités, maintenir les communications. Le résultat fut que l'Axe ne put obtenir une décision favorable et fut progressivement contraint de reculer. Le recul ne fut pas seulement une défaite tactique, il signifiait que le théâtre africain était passé d'un front où l'Allemagne pouvait projeter de l'initiative à un front où l'Allemagne était piégée par l'impossibilité de maintenir l'échelle requise. Ce point eut une dérivation politique immédiate. La relation avec Hitler se tendit à cause du problème des ordres et des attentes. Hitler avait tendance à formuler des directives rigides, surtout lorsque la situation se détériorait, et à considérer la retraite comme un signe de faiblesse ou de manque de volonté. Pour un commandant dans un théâtre logistique précaire, cette rigidité pouvait être destructrice. La retraite, dans de nombreux cas, n'était pas un choix idéologique. C'était une condition pour éviter un effondrement total. À mesure que Rommel évaluait que le front ne pouvait pas être soutenu, son insistance sur des décisions pratiques entra en conflit avec un centre politique qui voyait le recul comme un problème de loyauté et de moralité. Cette année-là, la dimension morale et politique du conflit devint également plus visible pour Rommel en termes de régime et de guerre. En Afrique, le combat avait un profil différent de celui de la guerre à l'Est, moins associé à l'occupation massive de territoires européens et moins exposé aux politiques raciales et d'extermination mises en place sur d'autres fronts. Cette différence ne fait pas de l'Afrique un front propre, mais elle influença ce qu'un commandant voyait et ce qu'il ne voyait pas.
Pourtant, Rommel n'était pas étranger à la réalité du régime. Son identité publique reposait sur le professionnalisme militaire et une image de correction, ce qui pouvait entrer en tension avec le radicalisme politique et avec la manière dont le régime traitait la guerre comme une guerre totale sans limite. En 1942, une autre contradiction se consolida. Rommel était pour le Reich un héros utile, mais sa valeur en tant que héros dépendait des victoires. Lorsque le front commença à se détériorer, le capital symbolique se transforma en pression. Le héros doit gagner ou du moins résister d'une manière qui soutienne le récit. Dans un régime qui politise la défaite, l'évaluation d'un commandant ne se limite pas à savoir s'il a fait ce qui était juste sur le plan militaire. Elle devient une question de savoir s'il a soutenu la narration du leadership. Cela explique pourquoi, à partir de ce moment, la marge pour des désaccords techniques se réduisit. Discuter des limites opérationnelles pouvait être interprété comme une remise en question du Führer lui-même. La défaite à El Alamein et la retraite qui suivit ouvrirent une période où Rommel ne pouvait plus entretenir le même type de relation avec Hitler, fondée sur les succès. La relation commença à dépendre de la manière dont le recul était interprété, comme une conséquence inévitable des limitations matérielles ou comme une preuve d'une volonté insuffisante. Rommel tendait vers la première lecture, Hitler vers la seconde. Cette différence n'était pas seulement un débat sur la conduite des opérations, c'était un conflit de vision sur la guerre, et donc un conflit politique. 1943, lorsque Rommel comprend que l'Allemagne ne peut pas gagner. En 1943, la guerre cessa d'être pour Rommel une séquence de campagne où le résultat pouvait être défini par des décisions tactiques pour devenir un problème de structure. Ressources, industrie, contrôle aérien, coordination stratégique et capacité à maintenir plusieurs fronts. La défaite de l'Axe en Afrique du Nord ne fut pas seulement la fin d'un théâtre de guerre, elle marqua un signe que la relation de force mondiale ne permettait plus d'imaginer une victoire allemande en termes conventionnels. À partir de ce moment, la question cruciale pour Rommel ne fut plus comment gagner la prochaine bataille, mais ce que signifiait continuer une guerre qui, selon son évaluation, se dirigeait vers une défaite totale. Ce changement de diagnostic est le noyau de ce chapitre. La distance avec Hitler commença à acquérir une dimension politique parce que le régime, dans sa phase de déclin, ne tolérait pas un diagnostic impliquant négociation ou limitation des objectifs. La fin du front africain se produisit en raison d'une combinaison de facteurs déjà apparus en 1942. La supériorité logistique alliée, la pression combinée depuis l'ouest et l'est du théâtre, et l'effondrement progressif de la capacité de l'Axe à maintenir ses approvisionnements. En 1943, la guerre en Méditerranée devint un système. Contrôle naval et aérien, ports, routes, tonnage disponible, et l'impossibilité de remplacer les pertes à la vitesse requise. Le résultat fut la fermeture de l'espace opérationnel. La retraite n'était plus un choix, c'était la manière de gérer un recul inévitable. Pour Rommel, cette expérience renforça une conclusion. Les campagnes ne pouvaient pas être évaluées uniquement par le courage ou la volonté. Elles dépendaient de conditions que le leadership politique ne pouvait pas altérer par des directives. Ce point, qui en 1942 s'était exprimé par des frictions concernant les ordres de résistance, devint en 1943 un diagnostic global. Le risque de ce diagnostic était politique. Dire que la guerre n'était pas gagnable signifiait admettre que la stratégie du Führer avait conduit à une impasse. Dans un régime où le leadership personnel était la source de légitimité et de contrôle, cette admission était intolérable. Après son retour en Europe, Rommel fut affecté à des rôles d'inspection et d'évaluation. Ces rôles reflétaient une ambiguïté du système. D'une part, le régime continuait d'avoir besoin de son prestige et de sa capacité technique. D'autre part, son expérience en Afrique l'avait placé dans une position où il était probable qu'il insiste sur le réalisme. Dans un contexte de défaite croissante, le réalisme est perçu comme un danger, car il introduit l'idée de limite. C'est pourquoi l'affectation de Rommel à des tâches d'évaluation peut être lue à la fois comme une reconnaissance de sa compétence et simultanément comme une forme de contrôle. Il est employé, mais il est maintenu dans un circuit où ses décisions ne définissent pas seules la stratégie générale. L'année 1943 fut marquée par une détérioration du panorama militaire allemand sur plusieurs fronts. La capacité du Reich à gérer simultanément des opérations à l'Est, à maintenir le contrôle sur les territoires occupés, à faire face aux bombardements et à répondre à la pression alliée en Méditerranée devint de plus en plus limitée.
Cette situation intensifia un schéma. Hitler tendit à concentrer encore plus la conduite stratégique et à exiger une résistance rigide. Dans ce cadre, les commandants proposant des retraits, des négociations ou des réorganisations pouvaient être perçus non pas comme des techniciens, mais comme des défaitistes. La frontière entre évaluation professionnelle et dissidence politique se resserra. Pour Rommel, le problème n'était pas seulement militaire, il était institutionnel. L'armée allemande se retrouvait, de plus en plus, subordonnée à des directives qui privilégiaient les signes de volonté au-dessus des critères opérationnels. La conduite stratégique était moins orientée vers la préservation des forces pour les phases futures et davantage orientée vers le maintien de positions pour des raisons symboliques. Un professionnel du commandement peut s'adapter à une certaine ingérence politique, mais lorsque cette ingérence devient systématique et produit des pertes évitables, la tension devient structurelle. En 1943, Rommel commença à se situer à ce point, non pas comme un conspirateur, mais comme un commandant qui considérait que la méthode de conduite conduisait le pays à la destruction. Dans cette même lignée, l'idée de sortie politique de la guerre se consolida comme un sujet de conversation au sein de certains cercles militaires. Ce point nécessite de la précision. Le fait qu'il y ait des discussions ou des contacts ne signifie pas automatiquement une participation à un complot d'assassinat ou à un coup d'État. Cela signifie que, à mesure que l'horizon militaire se détériorait, l'intérêt pour des alternatives augmentait. Ces alternatives pouvaient inclure des négociations avec les alliés occidentaux, la séparation des fronts ou un changement de leadership qui permettrait un armistice. Le problème était que, sous le régime, toute discussion de ce type pouvait être définie comme haute trahison, même si elle était formulée comme une évaluation stratégique. La position de Rommel, en 1943, était marquée par son prestige et sa réputation de commandant direct. Cela le rendait pertinent pour ceux qui cherchaient une issue. Un changement de leadership nécessitait une légitimité auprès de l'armée et de la population. Un maréchal avec du prestige était un atout. En même temps, ce même prestige faisait de lui une cible potentielle de surveillance. Le régime savait qu'en période de crise, les symboles militaires pouvaient devenir des points d'appui pour des initiatives internes. C'est pourquoi le capital symbolique de Rommel devint ambivalent, utile s'il restait aligné, dangereux s'il s'en écartait, même pour un simple diagnostic. Sur le plan personnel, l'année impliqua également un épuisement. La guerre prolongée, les défaites et la pression du commandement politique sur les décisions opérationnelles affectaient des commandants qui avaient construit leur identité sur l'efficacité et les résultats. Rommel ne fonctionnait pas seulement comme un exécutant. Il agissait en tant que personne évaluant les conséquences. Le constat que le système menait à une défaite totale introduisit un conflit qui n'était plus seulement lié à des ordres spécifiques, mais à l'objectif de continuer la guerre sans possibilité de succès. Entre fin 1943 et début 1944, Rommel fut transféré sur le théâtre décisif pour l'avenir immédiat du Reich, l'Europe occidentale. Sa principale tâche ne consista pas à mener une campagne offensive, mais à préparer une défense face à une invasion alliée qui, à ce stade, était prévisible. Cette étape fut importante pour deux raisons. Premièrement, elle obligea Rommel à formuler un diagnostic explicite sur la situation stratégique sans le cadre d'un front périphérique. Deuxièmement, elle le plaça en conflit avec la structure de commandement allemande et de manière indirecte avec Hitler à travers un débat doctrinal sur la manière de défendre la France. Dans un régime où la stratégie était politisée et où le leadership personnel du Führer intervenait dans les décisions techniques, le débat militaire devint un espace où la divergence pouvait être interprétée comme un manque de loyauté. La mission de Rommel à l'Ouest était liée à l'inspection et au renforcement du mur de l'Atlantique et, plus largement, à la préparation contre un débarquement allié. La prémisse était claire. Les Alliés disposaient d'une supériorité matérielle, d'un contrôle aérien croissant et d'une capacité logistique incomparable. Pour Rommel, qui venait d'Afrique et avait vu comment la logistique et le contrôle aérien déterminaient les possibilités, le problème de l'Ouest avait un axe central. Si l'ennemi parvenait à s'établir sur la côte avec un pont logistique protégé, la défense allemande deviendrait progressivement insoutenable. En conséquence, la priorité devait être d'empêcher le débarquement ou de le détruire dans ses premières heures. Cette prémisse conduisit à une approche opérationnelle spécifique. Renforcer les défenses côtières, saturer les plages avec des obstacles, des mines
et des positions de tir et placer des forces mobiles suffisamment prêtes pour contre-attaquer immédiatement. Pour Rommel, la fenêtre décisive était brève. Le débarquement devait être repoussé avant que la supériorité alliée en matériel et en air se traduise par un volume de troupes, d'artillerie et d'approvisionnement continu. Cette approche avait une logique directe fondée sur l'expérience. Une fois que l'ennemi consolide sa logistique, la manœuvre défensive est restreinte et les contre-attaques deviennent plus coûteuses. Le problème était qu'au sein du commandement allemand, une autre conception existait, associée à la défense en profondeur et à l'utilisation de réserves blindées situées plus en arrière. Cette conception argumentait que l'emplacement exact du débarquement était incertain et que compromettre des forces principales sur la côte pouvait entraîner un épuisement inutile à un endroit erroné. Dans cette vision, l'objectif était de contenir, d'identifier le point principal, puis de lancer une contre-attaque massive avec les réserves. Le débat n'était pas académique. Il définissait où les divisions étaient situées, qui avait le contrôle sur elles et quelle marge de manœuvre existait pour réagir sans autorisation centrale. Rommel considérait que cette vision sous-estimait la nouvelle réalité. La domination aérienne alliée compliquerait le déplacement des réserves loin de la côte. En d'autres termes, même si la doctrine de réserve profonde était cohérente en théorie, elle risquait d'échouer dans des conditions où l'ennemi contrôle l'air et peut interdire les routes et les concentrations de troupes. Pour lui, la défense devait être avancée parce que l'espace de manœuvre ultérieur serait détruit par l'aviation et l'artillerie. Cette position le mit en conflit avec les commandements supérieurs et avec des structures qui défendaient un partage différent de l'autorité. Le résultat fut un conflit de commandement avec des implications politiques. La décision concernant les réserves blindées ne dépendait pas uniquement de l'analyse tactique. Elle dépendait de qui avait l'autorité pour les libérer, si le commandant sur le théâtre pouvait agir de sa propre initiative ou si l'autorisation devait venir du Führer. Dans le système allemand de 1944, cette autorisation tendait à se concentrer entre les mains de Hitler, ce qui introduisait un problème opérationnel. La vitesse de réaction pouvait être insuffisante. Rommel, pour des raisons pratiques, avait besoin de rapidité. Le système politique, pour des raisons de contrôle, tendait à centraliser. Le choc était inévitable. Chaque discussion sur le déploiement et le contrôle touchait le cœur du régime, à savoir la conduite personnelle. Lors de ces inspections, Rommel impulsa des mesures concrètes. Augmentation des obstacles côtiers, minage intensif, fortification et renforcement des positions. Ces mesures ne garantissaient pas l'arrêt d'un débarquement, mais répondaient au principe de réduire la fenêtre de consolidation de l'ennemi. En termes du régime, ces actions étaient compatibles avec la propagande de résistance et avec l'idée d'une défense absolue. Mais Rommel les accompagnait d'une évaluation qui était plus dangereuse. Il insistait sur le fait que, si le débarquement n'était pas détruit dès le départ, la défaite à l'ouest était probable. Ce type d'évaluation impliquait, en fait, que la guerre était proche d'un point de non-retour. Ce diagnostic eut des conséquences sur la relation avec Hitler. En pratique, un commandant qui souligne les limites et qui considère qu'une défaite proche est probable devient gênant pour un leadership qui exige de la certitude et de la volonté. De plus, Rommel était visible. Ses rapports et sa figure avaient du poids, et son prestige public lui donnait une voix qu'on ne pouvait pas facilement ignorer. Dans une structure où la discipline est maintenue par la peur et le contrôle, l'existence d'une figure prestigieuse qui présente des diagnostics pessimistes augmente le risque politique perçu. Il peut influencer d'autres officiers, éroder le moral, légitimer des débats sur la fin de la guerre. Sur le plan interne de l'armée, cette période montra également l'isolement croissant de ceux qui soutenaient des positions réalistes. Le commandement allemand était traversé par des pressions. D'un côté, la nécessité de se préparer à l'invasion. De l'autre, l'obligation de maintenir la narration du contrôle. La dispute doctrinale sur la défense de l'Atlantique devint par conséquent une dispute sur l'autorité. Qui définit les priorités, qui décide des mouvements, qui assume la responsabilité des résultats. Rommel, en défendant une réponse immédiate et décentralisée, entra en conflit avec un système qui, précisément en période de crise, tendait à concentrer et à rigidifier. Au début de 1944, la préparation défensive à l'Ouest ne résolut pas le dilemme central. Il y avait des améliorations matérielles et davantage d'obstacles, mais persistaient des problèmes de commandement, une dispersion des forces et une dépendance aux décisions politiques pour libérer les réserves. Dans ce contexte,
Rommel se retrouva dans une position particulière. Il était le commandant qui insistait sur le fait que le temps était la ressource la plus rare et que le système de commandement était conçu pour le perdre. Cette évaluation était technique. Mais dans un régime où la technique est subordonnée à la loyauté, cette évaluation se transforma en une forme de distance. 20 juillet 1944, Rommel pris entre diagnostic et conspiration. Entre début 1944 et le 20 juillet, l'écart entre Rommel et Hitler ne se limita plus à un simple désaccord technique sur les défenses, mais devint une divergence fondamentale sur le sens même de continuer la guerre. Cette transition ne se produisit ni par une déclaration publique, ni par un programme politique formel. Elle résulta d'une accumulation de preuves, la supériorité matérielle et aérienne alliée, l'affaiblissement de la Wehrmacht, les bombardements stratégiques soutenus, la pression sur le front oriental et la certitude qu'une invasion à l'ouest, une fois consolidée, serait difficile à inverser. Dans ce contexte, Rommel arriva à un point de diagnostic où la question n'était plus « comment gagner ?» mais « comment éviter un effondrement total ?» Cette question était perçue par le régime comme une potentielle trahison, car elle impliquait l'acceptation d'une limite à l'autorité du Führer. La première dimension de la rupture fut stratégique. Rommel, situé à l'ouest, évaluait que le Reich n'avait plus la capacité de soutenir une guerre prolongée contre des coalitions avec une supériorité industrielle écrasante. Cette évaluation était cohérente avec son expérience passée. En Afrique, il avait constaté que la logistique et le contrôle de l'air déterminaient l'issue d'un conflit. À l'ouest, ces conditions seraient encore plus extrêmes. Par conséquent, la défense ne pouvait pas être envisagée comme un chemin vers une victoire décisive, mais plutôt comme une manière de gagner du temps. Mais en 1944, gagner du temps avait un sens politique, créer les conditions d'un arrangement. Si le temps n'était pas utilisé pour une issue diplomatique, il ne devenait alors qu'une prolongation de la destruction. La deuxième dimension fut institutionnelle. Rommel observait un système de commandement où les décisions critiques étaient centralisées, où l'influence de Hitler sur les opérations s'était intensifiée et où la logique du « pas de retrait » produisait des pertes qu'une armée déjà affaiblie ne pouvait absorber. Dans des conditions de dégradation, le régime répondait par plus de contrôle et non plus de flexibilité. Pour un commandant, ce modèle se traduisait par une conclusion pratique. Tant que Hitler resterait au pouvoir, la structure continuerait à privilégier des signes de volonté au détriment de la manœuvre rationnelle. Cette conclusion, bien qu'exprimée en termes techniques, comportait un composant politique inévitable. Le problème ne réside pas seulement dans un ordre spécifique, mais dans la source de cet ordre. La troisième dimension fut l'environnement. En 1944, il existait des réseaux d'officiers et de civils qui considéraient qu'il était nécessaire d'éliminer Hitler pour négocier avec les alliés occidentaux ou pour éviter une occupation totale. Ces réseaux étaient hétérogènes. Certains avaient des motivations institutionnelles, d'autres politiques, morales ou une combinaison de ces éléments. Ce qui est pertinent pour ce chapitre, c'est le type de contact possible entre Rommel et ses cercles. Rommel était un atout symbolique et militaire. Tout projet de changement nécessitait des figures capables de légitimer une transition devant l'armée et la population. Ainsi, bien que Rommel ne fût pas un conspirateur typique ni un membre d'un noyau politique opposé, il était un objectif de rapprochement. À ce stade, il convient de distinguer rigoureusement entre deux aspects, la concordance dans le diagnostic et la participation à une méthode concrète. Rommel pouvait être d'accord pour dire qu'Hitler devait être évincé ou que la guerre devait se terminer sans nécessairement soutenir un assassinat ou un coup d'État. Cette distinction est essentielle pour comprendre pourquoi le régime le traita comme un traître. Le régime n'avait pas besoin de prouver une participation opérative complète pour le neutraliser. Il lui suffisait d'indices, de témoignages ou d'associations qui permettaient de construire une narration interne de déloyauté. Dans une dictature en crise, le standard de preuve est subordonné à la nécessité politique. Selon son profil, Rommel tendait à privilégier des solutions qui pouvaient être présentées comme institutionnelles ou militaires, plutôt que comme une conspiration clandestine. Cela correspond à son parcours. Il avait été formé dans une culture du commandement, non dans une militance politique. C'est pourquoi son approche de l'idée d'une issue ne s'exprima pas par une adhésion immédiate à un attentat, mais par un intérêt pour mettre fin à la guerre par la négociation, possiblement après un changement de leadership.
Ce « possiblement » est ce qui rendait sa position dangereuse. Même s'il rejetait des méthodes spécifiques, accepter l'objectif de retirer le Führer était, pour le régime, incompatible avec une loyauté absolue. À mesure que l'invasion alliée approchait et que le débarquement devenait réalité, la position de Rommel devint plus difficile. La réalité du front occidental s'aligna avec son diagnostic précédent. Si les Alliés établissaient une tête de pont et maintenaient la logistique, la balance pencherait rapidement. Cela intensifia son insistance sur la nécessité de mettre fin à la guerre. Mais cette insistance entrait en conflit avec le noyau idéologique du régime. Ne pas négocier, ne pas reconnaître la défaite, ne pas admettre de limites. La divergence ne se résumait plus à une simple discussion entre commandants et leaders. Elle devint un conflit sur la continuité du régime. En termes de relations personnelles avec Hitler, la dégradation comporta également un élément de confiance. Hitler préférait des commandants qui confirmaient sa vision et exécutaient sans remettre en question. Lorsqu'un commandant formule des diagnostics pessimistes ou propose la nécessité de négocier, il cesse d'être un exécuteur fiable. Dans un régime personnaliste, la perte de confiance est un processus rapide. Elle se traduit par de la surveillance, de l'isolement ou une réaffectation. Rommel, en raison de sa popularité, ne pouvait pas être simplement retiré sans coup symbolique. Mais cette même popularité augmentait l'incitation à le contrôler de manière préventive. La clé de cette période est que la trahison, pour Hitler, n'était pas une catégorie juridique stricte, c'était une catégorie de contrôle. Traître était celui qui mettait en danger l'unité de commandement et la narration de la guerre totale. Selon cette définition, Rommel pouvait être considéré comme un traître même s'il ne participait pas directement à l'exécution d'un attentat, car son diagnostic et son prestige pouvaient encourager l'idée de changement. Contrairement aux conspirateurs moins visibles, Rommel était dangereux en raison de sa position publique. Il n'était pas un opposant clandestin. Il était un symbole militaire qui pouvait légitimer une rupture. À l'approche du 20 juillet, la situation interne du régime était marquée par une paranoïa croissante et de la surveillance, mais aussi par un véritable nervosisme. Le front oriental se détériorait, l'Ouest était ouvert, et les bombardements stratégiques minaient le moral et l'industrie. Dans cette atmosphère, toute signalisation d'indépendance pouvait être interprétée comme la préparation d'un coup d'État. La frontière entre « chercher une issue » et « conspirer » devint, pour le pouvoir, délibérément floue. C'est dans ce contexte que Rommel entra dans la phase critique. Son nom circulait déjà comme une référence possible pour une transition, et son éloignement du Führer ne pouvait plus être interprété comme une simple divergence professionnelle. Le 20 juillet 1944 fut un tournant car il transforma la politique interne du Reich en une question de survie immédiate du régime. Après l'attentat raté contre Hitler, la priorité ne devint plus uniquement de gagner la guerre ou de maintenir des fronts. Elle passa à l'élimination de tout foyer de dissidence réelle ou potentielle au sein de l'armée et de l'appareil d'État. Dans ce contexte, Rommel se retrouva piégé dans une dynamique qui ne dépendait pas seulement de ce qu'il avait fait, mais aussi de ce qu'il représentait. La question « Rommel a-t-il participé ?» doit être traitée selon des critères différents de ceux de la propagande du régime et également différents de ceux des récits simplificateurs postérieurs. Ici, il est important de séparer 3 niveaux. 1. Ce qui est cohérent et vérifiable en termes généraux. 2. Ce qui est probable comme inférence raisonnable à partir de sa position et de son environnement. 3. Ce qui ne peut être affirmé sans dépasser les preuves disponibles. Tout d'abord, le fait central est que Rommel n'était pas à Berlin le 20 juillet et qu'il n'a pas agi en tant qu'exécutant direct de l'attentat. Au moment de l'attaque, il se trouvait en France et, de plus, avait été blessé quelques jours auparavant, ce qui l'avait mis hors d'activité immédiate. Cela est pertinent car cela limite son rôle possible. S'il y a eu une implication, ce n'était pas comme acteur opérationnel du jour de l'attentat, mais plutôt comme une figure mentionnée, consultée ou considérée par ceux qui planifiaient une sortie politique. Deuxièmement, il existe un point largement cohérent avec son parcours récent. Rommel était arrivé à la conclusion que la guerre ne pouvait pas être gagnée et qu'il fallait chercher une issue. Cette conclusion en soi ne correspond pas à une conspiration. Mais en 1944, dans un régime personnaliste, cette conclusion était déjà un vecteur de suspicion. La raison est simple. Une sortie nécessitait des négociations. Négocier impliquait de modifier le leadership, ou du moins
de briser la logique de guerre totale imposée par Hitler. Par conséquent, tout commandant qui défendait cette idée était susceptible d'être absorbé par des projets conspiratifs ou d'être accusé de les soutenir. Troisièmement, la figure de Rommel était fonctionnelle pour les conspirateurs dans un sens spécifique, la légitimité. Une opération pour éliminer Hitler, même si elle se limitait à un coup d'État et non à un assassinat, avait besoin d'un soutien au sein de l'armée, de la capacité de commandement à l'Ouest et d'une figure ayant un prestige public suffisant pour soutenir un nouveau gouvernement ou un armistice. Rommel réunissait ces caractéristiques mieux que beaucoup d'officiers impliqués dans la conspiration, qui pouvaient être influents institutionnellement mais moins connus du grand public. C'est pourquoi il est plausible que les conspirateurs l'aient considéré comme une pièce souhaitable, même si son adhésion complète n'était pas garantie. Le problème est que cette plausibilité n'autorise pas à affirmer automatiquement une participation totale. La conspiration du 20 juillet était hétérogène et, dans de nombreux cas, organisée par des cercles qui pratiquaient la compartimentation. Tout le monde ne connaissait pas tous les détails et certains étaient considérés comme des alliés potentiels plutôt que des participants directs. Dans un système de compartimentation, une personne peut se trouver dans le périmètre sans être intégrée à l'opération centrale. C'est pourquoi, lorsqu'on analyse le rôle de Rommel, la question n'est pas seulement « savait-il de l'attentat ?», mais « que savait-il, quand, et qu'a-t-il accepté ou rejeté ?» Ici, un élément important apparaît, la méthode. Pour certains secteurs, l'élimination de Hitler pouvait être envisagée sous la forme d'une arrestation, d'une destitution et de négociations ultérieures. Pour d'autres, l'assassinat était vu comme une condition nécessaire pour neutraliser le contrôle du régime. Rommel, en raison de son profil institutionnel et de sa perception de lui-même comme soldat, pouvait pencher vers des solutions qui n'impliquèrent pas de meurtre. Cette inclinaison ne le rendait pas inoffensif. Même soutenir une arrestation ou une destitution en 1944 était pour le régime une trahison. Mais cela modifie la nature du lien. Une personne peut soutenir l'objectif politique et rejeter la méthode. En d'autres termes, Rommel croyait qu'il fallait enlever Hitler, mais il ne pensait pas que le tuer fût l'idéal. Cette différence devint clé lorsqu'on évalue les preuves ultérieures, car le régime devait effacer les nuances, toute distance devait être transformée en complicité totale. Après l'échec de l'attentat, l'appareil de répression s'activa rapidement. L'enquête ne cherchait pas seulement les responsables directs, elle cherchait des réseaux. Dans ce processus, les noms de figures prestigieuses pouvaient apparaître par deux voies. La première, parce qu'elles avaient effectivement été consultées ou avaient accepté un rôle futur. La seconde, parce qu'elles étaient utiles comme noms de transition pour élargir la purge et pour montrer que le régime contrôlait même ses héros. Rommel, en raison de son statut, pouvait remplir ces deux conditions. Il était plausible qu'il ait été mentionné par les conspirateurs, et en même temps, il était fonctionnel comme exemple pour discipliner l'armée. À l'Ouest, il y avait des officiers qui évaluaient une sortie politique. Rommel, en tant que commandant, interagissait avec un cercle de commandement qui n'était pas isolé du débat. Si ces officiers le considéraient comme une autorité morale et militaire, il était naturel qu'ils cherchent à connaître sa position. De là découle une inférence raisonnable. Rommel n'était pas étranger à l'idée de changer de leadership et de mettre fin à la guerre. Ce qui ne peut être affirmé sans dépasser les preuves disponibles, c'est que Rommel ait approuvé l'assassinat spécifique du 20 juillet ou qu'il ait été intégré au plan opérationnel. Le point décisif est de voir comment le régime a fonctionné après le 20 juillet. Dans un système normal, la responsabilité est prouvée et jugée selon des critères définis. Dans le Reich de 1944, l'objectif était politique, couper la contagion. L'attentat a permis de reconfigurer le paysage des allégeances. Quiconque avait montré du pessimisme, insisté sur la négociation ou critiqué des ordres pouvait être réévalué comme conspirateur. Rommel, en particulier, correspondait à un profil dangereux, commandant prestigieux, avec un diagnostic de défaite, critique de la conduite rigide et potentiellement légitimant un nouveau cours. Ainsi, le 20 juillet ne transforme pas Rommel en traître. Il transforme sa distance en un risque immédiat pour le régime. En termes de pouvoir, un calcul se met en place. Si Rommel reste en vie et actif, il peut devenir un symbole alternatif. Si on l'élimine, cela discipline l'armée et contrôle le récit.
La façon de l'éliminer devait être compatible avec son prestige, car un procès public pouvait exposer des fissures ou en faire un martyr. Ultimatum et silence, l'exécution déguisée de Rommel. Entre août et octobre 1944, l'affaire Rommel fut définie moins par des opérations militaires que par un processus administratif et policier typique d'un régime en crise. Reconstruction de réseaux, obtention de déclarations sous pression et sélection d'objectifs à valeur exemplaire. La logique de cette période ne fut pas judiciaire, mais politique. Le régime avait besoin de clore l'épisode du 20 juillet par une combinaison de punitions et d'avertissements, surtout envers l'armée. Dans ce cadre, Rommel était un objectif particulier, non pas pour être le conspirateur le plus actif, mais pour être le plus symbolique parmi les suspects plausibles. Après sa blessure en juillet, Rommel fut éloigné du commandement immédiat et se retrouva avec une mobilité réduite. Cela le mit dans une situation contradictoire. D'une part, cela l'éloignait de la capacité d'organiser des actions. D'autre part, cela le rendait plus vulnérable. Il n'avait pas de contrôle direct sur les structures opérationnelles. Il dépendait d'intermédiaires et était exposé à la surveillance. De plus, son prestige demeurait intact devant la population et certains secteurs de l'armée. Cette combinaison de faiblesse opérationnelle et de force symbolique était précisément ce que le régime autoritaire percevait comme un risque. Un symbole n'a pas besoin de commander pour influencer. Après l'attentat, l'enquête se prolongea par des interrogatoires et des recoupements de noms. L'objectif était d'identifier les participants, mais aussi de construire une narration de trahison large qui justifierait une purge en profondeur. Dans ce processus, les noms se multipliaient par effet de deux mécanismes. Premièrement, la compartimentation préalable. Certains conspirateurs connaissaient des pièces du puzzle, d'autres non. Au fur et à mesure que certains tombaient, on cherchait à reconstituer ce qu'ils ignoraient. Deuxièmement, la pression. Sous torture, coercition ou menace, les déclarations avaient tendance à inclure des noms réels, des noms supposés et des noms mentionnés comme alliés potentiels dans des conversations précédentes. Dans ce type de processus, le fait qu'un nom apparaisse ne signifie pas automatiquement une participation opérationnelle, mais cela peut suffire à activer une décision politique si le nom est utile comme exemple. Rommel, dans ce cadre, pouvait apparaître en raison de sa fonction projetée. Pour les conspirateurs, une Allemagne post-Hitler avait besoin de figures crédibles tant sur le plan militaire que populaire. Rommel était le candidat naturel à l'Ouest, prestige de campagne haut rang, image publique consolidée. Même s'il n'avait pas participé au plan d'assassinat, il suffisait qu'il ait été considéré pour un rôle ultérieur ou qu'un conspirateur ait interprété sa position comme favorable à un changement de leadership. Ce « suffisait » est crucial. Dans un régime qui ne cherche pas des preuves mais du contrôle, la suspicion raisonnable devient une sentence lorsque l'utilité politique le justifie. Pendant cette période, Rommel était également associé à un diagnostic que le régime ne pouvait tolérer, l'idée de négocier et de mettre fin à la guerre. Ce diagnostic, même s'il était formulé en termes strictement militaires, impliquait de nier le fondement politique de Hitler. C'est pourquoi l'enquête ne cherchait pas seulement ceux qui avaient replacé la bombe. Elle cherchait ceux dans l'armée qui soutenaient l'idée d'une issue. Du point de vue du régime, cela était plus dangereux qu'un attentat isolé. C'était la possibilité d'un courant de réalisme qui désobéirait à la guerre totale. Le problème interne pour Hitler et son entourage était de sélectionner un moyen pour neutraliser Rommel. Un procès public impliquait des risques. D'abord parce que Rommel pouvait nier, nuancer ou exposer le type de contact et de diagnostic qui circulèrent dans l'armée, dévoilant ainsi un mécontentement plus large. Ensuite, parce que son prestige pouvait faire de lui une figure de résistance symbolique, même s'il était condamné. Enfin, parce qu'un procès mettait l'accent sur la question de savoir pourquoi un héros du Reich s'éloignait du Führer, et cette question pouvait être contagieuse. En revanche, une élimination silencieuse était aussi risquée. Si elle était perçue comme un assassinat interne, elle pouvait susciter du ressentiment dans l'armée et chez la population. La solution typique du régime pour ces cas était un compromis contrôlé, forcer la mort sous des conditions permettant de maintenir le récit officiel, c'est-à-dire éliminer l'individu tout en évitant une rupture visible dans l'image de l'unité nationale. Pour ce faire, il était nécessaire de construire une base suffisante d'accusations internes.
pas nécessairement une preuve publique, mais un ensemble de témoignages et d'associations justifiant, devant le cercle du pouvoir, que Rommel devait être écarté. À ce stade, la surveillance autour de Rommel s'intensifia. Après le 20 juillet, le régime traita la Wehrmacht comme un espace de risque. La Gestapo et d'autres organismes élargirent leur contrôle, intervinrent dans les communications et suivirent les réseaux de contact. La blessure de Rommel et son isolement relatif ne le protégèrent pas, elles l'exposèrent. Les intermédiaires, tels que les aides, les officiers proches et les membres de la famille, étaient des points d'accès pour obtenir des informations et en même temps des points de pression. C'est un trait constant dans les purges. On ne poursuit pas seulement l'individu, on exerce une pression sur son entourage pour briser les défenses et obtenir des aveux. En parallèle, le contexte militaire se détériorait. À l'ouest, le front s'effondrait après le débarquement allié. À l'est, la pression soviétique augmentait. Pour le régime, cela augmentait l'urgence de clore l'affaire du 20 juillet de manière exemplaire. La logique est simple. Quand le front s'effondre, la paranoïa augmente et le contrôle interne devient une priorité. Dans ce climat, l'idée que Rommel puisse servir de symbole de négociation ou de fin de la guerre était particulièrement dangereuse. Un tel symbole pourrait faciliter une future désobéissance ou fragmenter le commandement. Le processus aboutit à une décision politique. Rommel devait être écarté sans exposer le régime à un procès qui pourrait devenir un terrain de doute. La formule qui s'imposa fut celle de l'ultimatum. Cette formule présentait des avantages pour le pouvoir. Elle permettait de présenter la mort comme une décision personnelle, évitait la nécessité de former un tribunal formel et protégeait l'image publique du héros national grâce à des funérailles officielles, et en outre, disciplinait l'armée avec un message sans ambiguïté. Même les plus célèbres n'étaient pas à l'abri. La structure de l'ultimatum suivait un schéma du régime face à des figures de proue, offrir une sortie qui pouvait être présentée comme une décision personnelle, en échange d'une gestion contrôlée des conséquences. En pratique, l'option réelle était minimale. Le régime transmit à Rommel qu'il pouvait choisir entre un procès avec une forte probabilité de condamnation et des conséquences plus sévères pour sa famille, ou une mort rapide sous l'apparence de l'honneur, avec des funérailles officielles et une protection relative pour ses proches. Dans un système où l'État contrôle la justice, la presse et la sécurité, ce choix était une coercition formalisée. La logique du régime était multiple. D'abord, éviter un tribunal qui exposerait des fissures internes. Le tribunal populaire et l'appareil de propagande avaient été utilisés pour mettre en scène des confessions et des humiliations de conspirateurs, mais Rommel n'était pas un accusé quelconque. Son prestige pouvait altérer les faits recherchés. Un procès aurait obligé le régime à expliquer pourquoi un héros du Reich s'éloignait du Führer, et cette explication pouvait ouvrir des questions dangereuses à un moment où la guerre était perdue. Deuxièmement, préserver l'utilité du mythe. Même mort, Rommel pouvait continuer à être utile en tant que symbole militaire si sa mort était présentée comme le résultat de blessures et de son service, et non comme une purge. Troisièmement, envoyer un message interne. Si le régime pouvait en arriver à Rommel, il pouvait en arriver à n'importe qui. Le point décisif est de comprendre ce que signifiait « trahison » pour le régime en 1944. Ce n'était pas une catégorie fondée sur des preuves équilibrées, c'était une catégorie de sécurité. Traître était celui qui menaçait le monopole de décision du Führer, en particulier au sein de l'armée. Rommel, par son diagnostic de défaite et par son prestige, menaçait ce monopole, même si sa participation à l'opération du 20 juillet n'avait pas été centrale. En d'autres termes, sa dangerosité ne se mesurait pas par la bombe, mais par la possibilité qu'un maréchal populaire légitime, l'idée que Hitler devait être écarté et que la guerre devait être terminée. Après avoir accepté l'ultimatum, Rommel mourut dans des conditions contrôlées par le régime. La mort fut traitée administrativement comme un événement devant être clos rapidement, sans laisser place aux rumeurs ou discussions. Ensuite, la deuxième partie du plan se déploya, le contrôle du récit. Une version compatible avec l'image de service fut annoncée publiquement, dans le but d'éviter les suspicions immédiates. Les funérailles officielles et le traitement honorifique remplissaient une fonction précise. Maintenir l'idée d'une unité nationale devant la population et protéger le moral à un moment de crise. Il jouait également un rôle vis-à-vis de l'armée, montrer que le régime pouvait honorer un commandant tout en l'éliminant, c'est-à-dire qu'il pouvait gérer la réputation de n'importe quel officier.
Cependant, cette apparence d'honneur cohabitait avec une véritable disgrâce à l'intérieur du système de pouvoir. Rommel fut neutralisé comme un risque, et son nom resta associé dans les cercles internes à la conspiration. Cette dualité était utile. Elle permettait d'éviter un scandale tout en maintenant le message disciplinaire au sein de l'élite militaire. Le prestige ne protège pas si le régime interprète qu'il existe de la déloyauté. Cette forme de punition était typique d'un État qui contrôle l'information. Il peut produire deux récits simultanés, un pour le public et un autre pour l'appareil. Le traitement de la famille faisait partie de la même logique. Le régime comprenait que la coopération de Rommel dans l'ultimatum dépendait d'une promesse minimale de protection. Cela ne signifiait pas une sécurité totale, mais plutôt un arrangement, éviter les représailles immédiates et permettre une continuité sociale contrôlée. En termes de coercition, le composant familial est central. Dans une dictature, l'individu ne négocie pas seulement pour lui-même. Il négocie pour le risque que l'État peut imposer à ses proches. L'ultimatum fonctionne parce qu'il transforme cette menace en outil. Du point de vue de Rommel, l'acceptation du suicide était une issue cohérente avec sa situation structurelle. Ce n'était pas un acte volontaire, au sens libre, mais c'était une décision dans un espace d'options restreintes. Un procès impliquait exposition, humiliation et un risque élevé de représailles majeures. La mort immédiate évitait le tribunal, préservait partiellement l'image publique et réduisait les risques pour sa famille. Ce calcul est important, car il permet d'éviter une lecture moralisatrice. Il ne s'agit pas de héroïsme ou de lâcheté, mais de la rationalité d'un individu pris au piège par un État qui contrôle le destin de son entourage. L'effet politique de la mort fut immédiat. Pour le régime, l'affaire fut close sans générer une crise publique supplémentaire. Pour l'armée, le message fut clair. Même ceux qui avaient été élevés au rang de symbole pouvaient être éliminés si le Führer percevait une menace. Pour la population, le récit officiel offrit une explication contrôlée et maintint l'image de continuité. Mais sur le plan structurel, la mort de Rommel confirma une réalité. Le régime avait atteint un point où la répression interne était aussi importante que la guerre externe, et où le contrôle du récit faisait partie de l'effort de guerre. Cependant, le Reich ne parvint jamais à effacer l'héritage de Rommel. Bien que son nom soit resté à jamais lié à la Seconde Guerre mondiale, de nombreux historiens ont souligné l'intégrité intellectuelle du commandant, qui resta fidèle à sa patrie sans avoir besoin de surjouer sa loyauté envers un politique de passage. Bien que l'on ne sache toujours pas à quel point Rommel était au courant du sinistre holocauste perpétré par le nazisme, on tend à le maintenir éloigné des récits les plus sombres laissés par le Troisième Reich.